Bonjour et bienvenue dans notre rubrique éducative de la radio panafricaine, La Voix citoyenne. Pour ce deuxième numéro, focus sur le 14e congrès du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAES, tenu les 5, 6 et 7 août 2022 à la salle de conférence de l'UCAD 2 de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce 14e congrès s'est tenu sous le thème « Enseignement supérieur au Sénégal, défi de la qualité », une thématique qui entre dans la perspective d'offrir un espace durablement pacifié et un système d'enseignement supérieur et de la recherche de plus en plus performant. Invité à prendre part, le représentant du syndicat des enseignants du Burkina Faso a pris le soin de faire un petit rappel sur les crises de l'enseignement supérieur. J'interviens ici en ma qualité de secrétaire général national du SYNADEC, c'est bien SYNADEC, non SYNDEC, qui signifie syndicat autonome des enseignants-chercheurs du Burkina Faso. Alors cela va faire un peu plus de 6 ans que je suis le secrétaire général du SYNADEC. Je tiens à remercier le camarade Malik Fall qui m'avait invité à ce congrès. L'organisation d'un congrès est toujours le lieu, n'est-ce pas, de faire des échanges d'expérience. Alors, côté académique, enseignement et recherche, je suis professeur de chimie, physique, en particulier électrochimie de formation. En effet, c'est ici même à Dakar, au Sénégal, du 10 au 12 mars 2015, si mes références sont exactes, qu'a eu lieu le premier sommet sur la revitalisation de l'enseignement supérieur pour l'avenir de l'Afrique, assorti d'un plan d'action mettant l'accent sur certaines considérations majeures relatives à la qualité de l'enseignement supérieur au XXIe siècle. Ce thème pose en effet la situation vécue par les universités du continent, et en particulier les universités de la sous-région. Comme je l'ai déjà dit, je suis très heureux d'être ici, car les défis de la qualité sont aussi les mêmes au Burkina Faso et partout ailleurs sur le continent. En effet, sur le continent, l'enseignement supérieur et la recherche occupent une place marginale dans l'allocation du budget dans nos différents pays, ce qui explique les crises structurelles et fonctionnelles cycliques auxquelles font face nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Le constamment et largement unanime sur la crise multiforme qui ébranle actuellement les fondements de nos universités. L'Afrique compte environ 1650 institutions d'enseignement supérieur, dont un grand nombre sont en difficulté et nécessitent l'intervention des différentes parties prenantes, les gouvernements nationaux et les partenaires de développement pour permettre aux étudiants de développer au maximum leurs acquis afin d'apporter une contribution efficace sur le marché du travail. Les causes sont à rechercher à la fois dans le contexte international et dans les conditions économiques et sociopolitiques de nos pays. Le ralentissement économique de l'Afrique vers la fin des années 70, puis le programme d'ajustement structurel PASS et la fuite des cerveaux qui s'en est suivi ont durement affecté la performance des institutions d'enseignement supérieur africaines et entamé leur capacité à fournir un enseignement supérieur de qualité. De nombreuses institutions ont alors connu un déclin en termes de qualité d'enseignement, de recherche et de résultats de recherche. Celles-ci ont ainsi perdu en efficacité quant à leur capacité à contribuer au développement socio-économique de leur pays. Il est clairement établi aujourd'hui que la construction d'un système d'enseignement supérieur de qualité n'est plus un luxe, mais un impératif national et continental essentiel pour le développement et la compétitivité de l'Afrique sur le plan mondial. La qualité et la pertinence de l'enseignement universitaire sont apparues comme des préoccupations majeures du secteur depuis un certain temps. En termes de qualité, aucune université d'Afrique occidentale ou centrale ne figure dans les classements des 500 meilleures institutions d'études supérieures du monde. Par ailleurs, de nombreuses recherches sur l'enseignement supérieur ont révélé que la plupart des acteurs des institutions d'enseignement supérieur n'ont pas les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer la qualité de recherche. Tandis que les diplômés de nombreuses institutions d'enseignement supérieur d'Afrique restent sans emploi, il n'en reste pas moins une importante pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Il faudrait donc augmenter à la fois la quantité et la qualité des diplômés
grâce à des investissements dans les laboratoires et des ressources humaines dédiées à ces disciplines, tout en améliorant le lien avec les employeurs afin de favoriser une plus grande pertinence des formations et une solide collaboration internationale. Le manque d'investissement signifie que les institutions d'enseignement supérieur d'Afrique sont actuellement dans l'incapacité de répondre aux besoins immédiats en matière de compétences et de contribuer à une croissance productive à moyen terme. Par ailleurs, le manque de financement et d'équipements consacrés à la recherche ainsi qu'une autonomie limitée sont autant d'obstacles à la rétention des professeurs dans les universités africaines. Notons que les perturbations de l'enseignement dues au mouvement de grève du personnel et ou des étudiants, qui sont causées par plusieurs facteurs, notamment la faiblesse du leadership administratif et le manque de ressources, constituent autant d'obstacles pour l'enseignement supérieur en Afrique. Dans ce contexte, je pense qu'il est impératif de définir le référentiel de compétences recherchées pour nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche et d'élaborer une stratégie à long terme pour l'atteinte des objectifs qui auront été ainsi établis. Il s'agit bel et bien d'une démarche scientifique qui doit mettre en œuvre toutes les sensibilités du monde universitaire et de la société. La thématique que vous avez retenue pour votre congrès montre votre attachement à la conviction que le syndicat n'est pas seulement un simple cas de revendication et de lutte pour les intérêts matériels et moraux des membres, mais que ces luttes doivent influer les politiques en matière de gouvernance scientifique. L'un des défis est de concevoir des mécanismes d'assurance qualité adaptés à la diversité des offres de formation du système d'enseignement supérieur et de recherche. Il s'agira également de définir des stratégies permettant de susciter une culture de la qualité, de l'évaluation et de la transparence au sein des institutions de formation et de recherche. La démarche qualité exige l'intégration d'un certain nombre de standards dans nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche, en passant par la mise en place de celui d'assurance qualité, à la définition claire de la responsabilité des différents acteurs dans le système. Il faut souligner que les rencontres syndicales de ce genre sont l'expression d'un dynamisme syndical qui vit et qui cherche à rester en vie en faisant des problématiques de développement, la recherche de la qualité de l'enseignement supérieur et de l'amélioration des conditions d'épanouissement des enseignants, chercheurs et des chercheurs une priorité. J'adresse donc mes vives et chaleureuses félicitations ainsi que mes encouragements aux camarades du SAES pour l'organisation du présent congrès, malgré des contextes économiques, politiques et environnementaux assez difficiles, marqués par la propagation de pandémies diverses. Il y a d'abord eu le Covid-19, on parle maintenant de la variole du singe, avec déjà des morts dans certains pays. Les conflits un peu partout dans le monde ne butent pas d'un avenir serein. J'invite le SAES à poursuivre les efforts déjà reconnus et salués par tous afin de faire des universités du Sénégal des références et des pôles d'excellence dans la sous-région. Je voudrais terminer en disant ceci. La vie n'est pas donnée, elle est à conquérir, à produire et à reproduire dans le travail scientifique que nous avons à faire. Et cette conquête, comme le disait Aimé Césaire, n'est jamais finie, mais c'est clairement. Malik Fall, secrétaire général du SAES, quant à lui, revient sur les acquis ou réalisations du syndicat qu'il dirige depuis 6 ans. Comme on le dit en Wolof, ça a beaucoup de fautes. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que nous avons travaillé pendant 6 ans. Parce qu'il faut le rappeler, j'ai été élu à la tête du SAES en 2016. Avant cela, j'ai été membre du bureau national pendant 6 ans, en occupant donc le poste de chargé de relations extérieures. Pendant toute cette période, nous avons capitalisé quand même une certaine expérience qui nous a permis, lorsque donc les rênes du pouvoir nous ont été remis, de pouvoir travailler à mettre en place un mécanisme pour avoir des résultats. Ce que je vous dis, premièrement, les résultats, on peut les scinder en 3 grands groupes ou en 3 grands groupes. Le premier groupe, c'est d'abord avoir réussi à stabiliser le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Quand même, ça fait depuis 2016. Nous avons obtenu beaucoup de victoires, mais en très peu de grèves. Ça veut dire qu'en 6 ans, le SAES n'a pas fait 30 jours de grève. Malgré tout ce qu'on dit, malgré maintenant les amalgames et tout, le SAES n'a pas fait 30 jours cumulés de grève. Ça, c'est important que le SAES. Donc, nous avons pu stabiliser le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Ça, c'est important. La deuxième chose qui est extrêmement importante de mon point de vue en termes de résultats, c'est le fait d'avoir pu avoir une retraite décente pour les enseignants du supérieur. Et le mécanisme que nous avons mis en place est un mécanisme qui est inédit dans le monde. Ça n'existe nulle part dans le monde.
Et à côté de ça, nous avons pu mettre en place un fonds de solidarité sociale qui a permis de ramener dans le circuit des collègues qui étaient partis à la retraite depuis 15 ans, 20 ans, et à qui, à chaque fin de mois, nous donnons 300 000. Presque, il y en a certains pour qui cette subvention est supérieure à leur pension de retraite. Ça veut dire également, ça c'est un élément fondamental. Mais la troisième grande réalisation de mon point de vue, c'est par rapport à la gouvernance des universités. Parce que n'oubliez pas qu'en 2015, nous avons brûlé la loi de 2015. Ça a été très douloureux. C'est l'une des épisodes les plus difficiles que le CS ait vécu dans sa vie. Parce que nous nous sommes fait harakiri. Mais aujourd'hui, nous avons pu pratiquement avoir tous les textes de gouvernance des universités. L'appel pour le choix des recteurs, le décret d'application de la loi cadre, tous les décrets organisant le fonctionnement des universités, l'arrêté qui fixe donc les procédures de désignation des membres des conseils d'administration et académiques, tous ces textes-là sont prêts. Nous avons réussi à mettre en place un texte sur les DIP, c'est-à-dire les inscriptions pédagogiques des étudiants. Nous avons pu mettre en place également un texte sur l'orientation des bacheliers. Donc du point de vue des textes de gouvernance, nous avons pu avoir vraiment quand même un certain nombre de résultats. Et ça également, il faut pouvoir le comptabiliser. Nonobstant cela, bien sûr, il y a bien sûr d'autres résultats que nous avons. Beaucoup d'autres résultats qui portent donc sur l'augmentation de l'indemnité de logement, l'augmentation donc des indemnités par rapport aux responsabilités de fonction, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs choses vraiment, mais dans l'international également, nous avons réussi à replacer vraiment donc, le système dans le dispositif donc, des organisations internationales qui comptent. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, revenant sur les réalisations, renseigne que, sur le plan infrastructurel, des efforts ont été faits, tels que la relance et la livraison des chantiers, la consolidation des acquis par une poursuite méthodique et intelligente de certaines activités et l'initiation sur des bases pragmatiques d'autres projets et programmes qui ont mobilisé des ressources considérables. De mémoire, il énumère les chantiers de l'université Amadou Mahtar Mbow déjà achevés, le lot 1 de l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass en phase de finition. Quant au chantier de Fatick et de Kaffrine, il annonce que les blocages ont été levés et que les travaux reprendront dans un court délai à un rythme soutenu, alors que l'UVS a déjà pris possession de son siège à Diamniadio et que la construction des ENO se poursuit pour un maillage total des départements du pays. Quant au ISEP, il renseigne qu'ils sont aussi dans la même dynamique avec la construction des 8 autres dont le financement est déjà acquis avec la Banque mondiale. À l'en croire, ce modèle permettra non seulement de professionnaliser davantage nos formations, mais continue de séduire, comme en atteste la récente visite du président de la Banque mondiale à l'ISEP de Thiès. Mais ces ISEP permettront également à court terme de réduire considérablement les effectifs des universités. Dans cette perspective, Cheikh Oumar Anne souligne qu'un accent particulier sera mis sur les voies à suivre et les moyens à mettre concrètement en œuvre pour la dernière phase des grands chantiers pour la modernisation des anciennes universités. Il faut rappeler que ce 14e congrès a vu la participation du Syndicat national de l'enseignement supérieur de France, du secrétaire général du QSEMS et du G7, de l'UNSAS, de la Fédération internationale des travailleurs scientifiques, du syndicat autonome des enseignants du Burkina Faso, du Haut Conseil du dialogue social, entre autres. Ça n'est tout pour ce deuxième numéro. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, Vincent Manet. Je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour le 3e numéro.